Dans cette vidéo suivante, nous allons donc répondre à la question posée sur les trains et les rails circulaires en représentant non plus les états d'un train, mais les états d'une gare. Alors, pourquoi représenter les états d'une gare? En fait, on se rend compte du problème lorsque l'on pose nos contraintes. La contrainte est que le train 1 passe de B à C que si le train 2 n'est pas dans C. Si l'on revient en arrière, cela voulait dire que le train ne pouvait rentrer en C que si le train 2 était en A, D, E ou F. Alors ici, A', D', E' ou F', puisque nous avions deux réseaux en parallèle. Et on avait dû redécomposer ça en disant que finalement, ça voulait dire que le train 1 ne pouvait en rentrer en C que si le 2 était en A', en D', en E' ou en F'. Et résultat, eh bien, cela nous faisait 4 transitions pour permettre au train de passer de B à C. Ces 4 transitions, à les regarder, c'est ici, à les regarder dans les états du train 2, si ce dernier était bien dans les gares souhaitées. Alors c'était un peu compliqué, c'était pas vraiment compliqué, mais c'était assez vite le désordre dans le diagramme. Finalement, si on regarde non pas les états d'un train, mais les états d'une gare, le fait que le train 1 passe de B à C, ça veut dire que la gare B devient libre et C devient occupée que si le train 2 n'est pas dans C, c'est-à-dire que si C est libre. Et c'est tout. Et là, on n'a pas de ou, on n'a pas à exploser cette contrainte en plusieurs sous-contraintes. Ça pourra être exprimé très simplement en réseau de Petri. C'est-à-dire que la transition qui permettra de faire passer la gare B de occupée à libre, puisque le train part de B, et qui fera passer C en occupé, puisque le train arrive à C, regardera simplement si la gare C est libre. Alors, regardons ce que cela donne en termes de réseau de Petri. Donc là, nous aurons les états de la gare A qui sera A libre ou A occupé. Ici, nous aurons les états de la gare B, les états de la gare C, les états de la gare D, les états de la gare E et enfin les états de la gare F. Ici, ce sera donc B libre, B occupé, C libre, C occupé, D libre, D occupé, E occupé, E libre, F occupé, F libre. Voilà donc les états de nos gares. Si au départ nous avons un train dans la gare A et un train dans la gare D, ça veut dire que la gare A est occupée et la gare D est occupée. Cela veut aussi dire que la gare B est libre, la gare C est libre, la gare E est libre et la gare F est libre. Regardons maintenant les transitions permettant de faire passer un train de la gare A à la gare B. Ce sera donc une transition située ici. Voilà, on l'appellera TAB pour dire que le train passe de la gare A à la gare B. Alors, si le train passe de la gare A à la gare A, il faut qu'elle soit occupée.
Donc, il faut qu'il y ait un jeton dans la gare A. Il faut aussi que la gare B soit libre. Il faut donc qu'il y ait un jeton qui soit consommé dans BL. Maintenant, nous avons vu les contraintes. Qu'est-ce que produit l'activation de cette transition? Eh bien, ça veut dire que le train passe de A à B, c'est-à-dire que la gare B devient occupée et la gare A devient libre. Et voilà les seules contraintes dont on a besoin pour représenter le passage d'un train de la gare A à la gare B. Autrement dit, le passage de la gare A à l'état libre et le passage de la gare B à l'état occupé. On peut faire de même pour le passage d'un train de la gare B à la gare C. Il faut que la gare B soit occupée pour qu'un train puisse la quitter et que la gare C soit libre pour qu'un train puisse y rentrer. Cela produit alors le fait que la gare B est libre et le fait que la gare C soit occupée. On peut répliquer ce système plusieurs fois, cette transition plusieurs fois. Pour passer de C à D, il faut que la gare C soit occupée, donc on vérifie qu'on a un jeton en occupé pour C, et que la gare D soit libre, on vérifie qu'il y a un jeton sur D libre. Cela produit alors un jeton en D occupé et en C libre. Je continue ici, T, D, E. Alors, ici, il faut que la gare D soit occupée, la gare E soit libre. Et là, je me suis simplement trompé. La gare E, D devient libre. T, D, F. T, E, F. Qui vérifie que la gare E soit occupée et la gare F soit libre, et produit alors une gare F occupée et une gare E libre. Et enfin, T, F, A, qui vérifie que la gare F soit occupée et que la gare A soit libre, et qui produit une gare A occupée et une gare F libre. Et voilà le réseau de Petri, plus simple, qui permet de représenter le problème des 6 gares sur des rails circulaires. Alors ici, pour conclure, on voit qu'on avait deux stratégies. Soit représenter par un réseau de Petri les états d'un train, soit représenter par un réseau de Petri les états d'une gare. Le fait de représenter par un réseau de Petri les états d'un train, ça permettait de très facilement résoudre le tout premier problème qui était de dire un train sur un réseau de 6 gares reliés par des rails circulaires. Le principe était donc assez simple et on représentait uniquement par les places du réseau de Petri les états du train. Lorsque l'on rajoute la contrainte qu'il y a 2 trains et que l'on ne peut pas rentrer dans une gare qui est déjà occupée, on complexifie le problème, puisqu'avec 2 trains, on va devoir avoir 2 machines d'état, donc 2 systèmes d'état, un pour le train 1, un pour le train 2, et les contraintes de passage d'un état à un autre sont plus complexes, plus nombreuses en tout cas, et rendent le diagramme difficilement compréhensible. Alors on a vu qu'on pouvait aussi ne faire une seule machine d'état, qui représente l'état de la paire représentée par les 2 trains, mais encore une fois, les transitions permettant le passage du train d'une gare à une autre étaient complexes. Au final, on se rend compte qu'avec 2 trains, quand on essaye d'exprimer les contraintes, eh bien, les contraintes ne sont pas au niveau des trains, puisque pour passer d'une gare à une autre, il faut vérifier qu'un train n'est pas dans l'autre gare, c'est-à-dire que la machine d'état n'est pas dans un certain état. Alors ça, c'est compliqué à représenter avec des réseaux de Petri. Pour représenter facilement les choses avec un réseau de Petri, il faut contraindre qu'un sous-système soit dans un état spécifique pour pouvoir passer dans un autre état. Donc il faut que nos contraintes vérifient que quelque chose est dans un état donné. Donc en représentant non pas les états des trains mais les états des gares, eh bien nos contraintes sont maintenant beaucoup plus simples. Pour
que le train passe de B à C, donc que la gare B devienne libre et la gare C devienne occupée, il suffit de vérifier que la gare C est libre. C'est donc ce que l'on fait ici. On vérifie que la gare C est libre pour pouvoir passer faire passer le train de la gare B à la gare C. Donc, ce que ça provoque comme conséquence, c'est que si la gare C est libre, eh bien, le train peut passer de B à C. Donc, la gare qui était occupée en B devient libre en B. La gare qui était libre en C devient occupée en C. Voilà. Donc ici, représenter différemment, enfin, changer le système que l'on représente permet des fois de simplifier énormément le réseau de Petri. Encore une fois, dans les deux stratégies, que ce soit le réseau qui représentait les états des trains ou le réseau qui représente les états des gares, on s'intéresse toujours à représenter les états d'un système à l'aide des places. Et les transitions font passer d'un état à l'autre sous certaines contraintes, certaines conditions. Ici, en représentant le système des gares, les états des gares qui peuvent être libres ou occupés, on obtient un réseau de Petri plus simple que si l'on représentait les états des trains. Néanmoins, les deux stratégies auraient permis de construire un réseau de Petri représentant le système. On a préféré arrêter de construire le réseau de Petri avec les états des trains, puisqu'il allait devenir très complexe, et l'on préfère adopter celui pour les états qui représentent les états des gares, en sachant que celui-là peut facilement s'agrandir avec plus de gares. Il suffit simplement de rajouter plus de places et plus de transitions, mais ça reste linéaire en nombre de places. Ça veut dire que si j'ajoute une nouvelle gare, j'ajoute 2 états et une nouvelle transition. En sachant que je vais relier aussi ces états avec les transitions des 2 gares qui l'entourent. Néanmoins, je n'aurai pas besoin, par exemple si je rajoute une gare entre A et F, je n'ai pas besoin de modifier la transition qui représente le passage de D à E. Alors qu'ici, si je rajoutais une gare entre A et F, eh bien j'aurais besoin de rajouter une transition, donc de changer les transitions qui permettent de passer de B à C, puisque j'aurai une nouvelle transition qui vérifierait si le second train n'est pas dans la nouvelle gare que je viens de rajouter. Donc ce système, finalement, permet une meilleure mise à l'échelle du problème, c'est-à-dire un agrandissement des données du problème. Si on rajoute des gares, eh bien, on ne change pas ce qui a déjà été fait, on rajoute simplement de l'information et on ne touche pas aux transitions entre les gares qui sont distantes de la nouvelle gare qu'on rajoute. Voilà. Alors, on n'a pas tout à fait terminé, puisque, en fait, il faut aussi vérifier, pour réellement répondre au problème, on veut vérifier à chaque fois qu'un train passe d'une gare à une autre, que le train suivant, que le deuxième train, n'est pas dans la gare dans laquelle notre train va arriver, ni dans la gare suivante. Alors, je vais représenter cette nouvelle contrainte par du bleu. Alors, je vous laisse un tout petit peu réfléchir à ce problème. Comment faites-vous pour rajouter la contrainte que, par exemple, pour passer de la gare B à la gare C, eh bien, il faut que la gare C soit libre, mais il faut aussi qu'il n'y ait aucun train dans la gare D. La réponse dans la prochaine vidéo, qui sera très courte.